Bonjour, ici Pascal Beausoleil. On est le 18 mai de l'an 2007 dans les studios de Créaction Média à Montréal. Et on est ici aujourd'hui pour parcourir la carrière radiophonique de Pierre Mailloux. Monsieur Mailloux, mes hommages? Oui, Pascal. Dois-je dire docteur? Puis-je dire docteur? Oui. Est-ce que je suis légal, illégal? Tu es légal parce qu'effectivement, j'ai récupéré à grands coups de bras mon droit de pratique. Mais je suis un peu mélangé dans cette histoire-là parce que moi, j'ai longtemps pensé, comme vous l'avez dit, qu'un doctorat, c'était universitaire. Ah oui, oui. Et qu'on pouvait pas enlever ça à personne. Donc, même si vous étiez plus psychiatre, vous étiez encore docteur. Oui, mais j'ai reçu une lettre du syndic en chef du Collège des médecins qui m'enjoignait de ne plus exiger de me faire appeler docteur. Alors, je l'ai jamais fait de ma vie, encore moins maintenant. Alors, ça me dérangeait pas tellement. Alors, carrière radiophonique de Pierre Mailloux. Oui. Pré-radio, en fait, il y a une période de votre vie parce que vous avez commencé en radio très très tard. C'est exact. Et d'abord et avant tout, vous êtes psychiatre. Oui. Qu'est-ce qui vous amène vers la psychiatrie? Oh, la curiosité, le fait que c'était différent, que c'était très interpellant, c'était bizarre, tu sais, parce que je n'avais jamais vu ça, moi, des patients psychotiques, des patients qui étaient coupés de la réalité, et ça m'a fasciné. J'ai eu une fascination pour ça. C'était moins routinier aussi que certaines spécialités chirurgicales ou le fait d'accoucher des enfants. Ça devenait vite une routine et je n'aime pas tellement les routines. J'aime être challengé sur le plan intellectuel. Et d'enlever des vésicules biliaires à la journée longue, c'était très ennuyeux après quelques jours. Et là, vous allez aller 3 ans dans les Forces armées canadiennes à Halifax, pratiquer la psychiatrie militaire. Oui, c'est exact. On pratique ça de quelle façon? Ça m'est totalement inconnu. Mon cours de médecine, à partir de la 2e année, a été payé par les Forces armées canadiennes. Alors, au lieu de m'endetter, moi, je recevais un petit salaire pour faire mes études. C'est un choix personnel. On était venu nous parler de ça en première année de médecine et j'avais trouvé l'idée absolument excellente. Le fait de recevoir un salaire au lieu de m'endetter, puis de continuer à être une charge pour mes parents, ça me souriait. Et après la 4e année, j'ai fait une année d'internat unidisciplinaire en psychiatrie à McGill, au Montreal Journal, et après ça, je suis allé rembourser ce que les Forces armées canadiennes m'avaient donné comme salaire en travaillant pour eux pendant 3 ans en psychiatrie, compte tenu que j'avais fait un internat unidisciplinaire en psychiatrie. Alors, c'est comme ça que j'ai abouti à Halifax, faire de la psychiatrie militaire, et c'était les mêmes problèmes, alcoolisme, de temps en temps un jeune qui devenait psychotique, qui débutait une schizophrénie dans l'armée, troubles conjugaux. Et par la suite, vous arrivez à l'Université McGill? Oui, je reviens. Alors, j'avais fait une année, je reviens, je fais 2 ans à McGill, parce que les 3 ans de psychiatrie militaire m'ont été crédités par le Collège des médecins comme étant une année de spécialité. Alors, j'en avais fait une créditée pour les 3 ans, il m'en restait 2. Et vous développez une spécialisation circonstancielle, si on veut, envers les transsexuels. C'est ce que j'ai vu dans la biographie en question. Oui, ça arrive. Quand on dit circonstanciel, c'est vraiment parce que ça s'est adonné que... Ben oui, c'est que mes confrères, lorsque j'étais résident en psychiatrie, en 1974, pour la première année de mon internat disciplinaire, on a découvert que il y avait un groupe de résidents, de 7-8 résidents, et personne ne voulait recevoir, évaluer et suivre les cas de transsexualisme. Ça semblait les déranger, alors que moi, j'étais le seul dans le groupe, j'étais le plus jeune et le seul que ça ne semblait pas déranger. Alors, c'est comme ça. Moi, écoute, transsexuel, c'est un problème comme un autre, mais j'ai des confrères que, ça venait les déranger. Et la pratique, vous la commencez de façon officielle en 1979. Exact. Avec ce temps plein. Oui. Et 1984... certifié psychiatre. Je deviens psychiatre et je commence à pratiquer la psychiatrie à Trois-Rivières en 1979. Et 1984, pour terminer le tour d'horizon avant d'arriver là, au sujet principal de la radio, c'est le 8 mai qu'il y a la tuerie à l'Assemblée nationale. Oui. S'ensuit un procès. Oui. Et Denis Lortie, vous êtes appelé à l'évaluer? Oui, j'ai été appelé à évaluer Denis Lortie parce que j'étais un des rares psychiatres du Québec qui avait une expérience militaire puis qui était capable de témoigner devant les tribunaux. Alors, c'est comme ça qu'on m'a approché et qu'on a retenu mes services pour expertiser Denis Lortie, à savoir quel était son état mental au moment de la tuerie de l'Assemblée nationale. Et ça a été un peu votre premier élément de propulsion médiatique.
je dirais plutôt l'inverse, parce que j'aurais pu y laisser ma peau très facilement. Je me suis ramassé lors de cette évaluation-là avec 7 confrères psychiatres qui contredisaient mon expertise, et je n'ai pas reculé. Et c'est moi qui avais raison. Vous étiez seul contre 7? Oui. Puis je venais de Trois-Rivières. Alors, il y avait des savants psychiatres de Québec, de Montréal, et à un moment donné, il y en a qui ont changé de camp. C'est toute une histoire. Et vous l'aviez identifié comme souffrant d'une psychose au moment des événements. Et les autres psychiatres pensaient qu'il était? Ben là, les autres psychiatres trouvaient pas ça. Ils trouvaient pas de symptômes psychotiques alors qu'il y en avait. Ils étaient hallucinés, puis tout le kit délirait. Ah. Ouais. Alors, j'étais le seul à avoir des symptômes psychotiques. Seul sur 7, là, ça commence à être assez interpellant. Et non, ça propulse nulle part ce genre de... Non, mais je parlais médiatiquement. C'est là qu'on vous a vu pour la première fois dans les médias. Oui, mais ça propulse nulle part. Et pendant le procès, l'avocat Plante a essayé et a envoyé les enquêteurs pour essayer d'insinuer que j'avais menti lorsque j'ai témoigné, que j'avais menti sur mon temps de présence à la cour. J'étais sûr que ça jouait dur, hein? Ça jouait dur, ce procès-là, parce que je venais brouiller les cartes. On voulait, à l'époque, que Denis Lortie soit un terroriste à la solde de l'armée canadienne pour venir exterminer le PQ. Comprends-tu? C'était pas ça pantoute, c'était un malade qui s'était échappé des forces armées et dangereux, et bien entraîné pour tuer. C'est pas tout à fait pareil, là. C'est pas un terroriste. C'est drôle parce que quand on écoute la cassette qu'il a laissée à CGRP André Arthur, moi je l'ai entendu au complet. Exact. Il me semble que moi qui n'ai aucune formation professionnelle au niveau de la psychiatrie ou de la psychologie, à l'œil nu, on peut voir que cet individu-là est en délire total. Ben oui. Il n'y a rien de cohérent dans ce qu'il dit. Il part un délire sur le PQ, sur la langue, qu'il faut éliminer tout, puis qu'il n'y a pas de logique dans Pascal, t'es meilleur pour évaluer certains symptômes psychotiques que cette psychiatre. Bon, je mets ça dans mon CV. Ça m'était évident à moi aussi, et je n'ai pas reculé. Ouais. Mais la pression était très forte. Ouais. Et la pression, à un moment donné, peut brouiller le jugement de quelqu'un. Alors, c'était pas des mauvais psychiatres, mais à un moment donné, momentanément, mais il y en a qui se sont ressaisis et il y en a 2 qui sont revenus de mon côté. Alors, ça a fini 4-3. Et ça a fini comment? Ben, ça a fini que lorsque, finalement, Lortie était emprisonné dans la prison, là, tout le monde s'apercevait qu'il était malade. Mais alors, parce que les prisonniers, initialement, ce qui était intéressant, c'est que j'avais 7 confrères, à un moment donné, qui croyaient qu'il n'était pas atteint d'une maladie psychiatrique, alors que dans le milieu carcéral, on l'identifiait comme une soucoupe. Ben là, les prisonniers le voyaient comme malade. Alors moi, les prisonniers... Oui, toi, les prisonniers. Et vous, on l'identifie avant les psychiatres de Montréal et de Québec. Ben là... Je me joindrai à eux. Donc ça a été médiatiquement. Après ça, on vous a vu dans les médias parce que vous avez commencé à devenir un peu témoin expert. Oui, j'en ai fait beaucoup, oui. Ouais. J'ai fait beaucoup d'expertise. Alors, de temps en temps, il y avait des... Vous êtes promené un peu à la radio sur des tribunes téléphoniques, dans des émissions de tribunes téléphoniques ou des émissions à quelques occasions, et j'ai accordé une couple d'entrevues à Paul Arcand et à Gilles Proulx. Je pense que c'était 2 à chacun ou quelque chose comme ça. Et c'est là que Paul Arcand avait remarqué quelque chose de particulier avec ton humble serviteur. Mm-hmm. Et c'est comme ça que Paul Arcand, lors de discussions informelles avec André Chevalier, ont contemplé, ou Paul Arcand a recommandé que je sois l'individu qui soit approché pour le projet d'André Chevalier, qui voulait avoir un talk show l'après-midi pour les dames. À l'époque, on disait les bonnes femmes, mais c'est peut-être plus... Ça n'a peut-être pas fini comme ça. Mais ça n'a pas fini comme ça du tout, mais initialement, et c'était le langage à l'époque, c'est que on voulait... il y avait un trou dans la grille horaire de CKC en après-midi, vraiment un gros trou, qu'on n'arrivait pas à remplir par des émissions de variété. Et André Chevalier avait eu l'idée de faire une émission avec moi, comme celle de Laura Schlesinger aux États-Unis. Dr. Laura. Exactement. Qui diffuse sur 245 stations de radio simulcast. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, André Chevalier était un fin stratège, puis il s'est dit, si ça marche aux États, ça va marcher ici. Et c'est Paul Arcand qui vous a identifié, oui. Lui serait bon pour faire ça. Paul Arcand, écoute, on a un poulain là, très particulier, et j'ai su par la suite que, semble-t-il, que Yves Lamontagne, l'actuel président du Collège des médecins, avait appliqué
avait donné sa candidature pour être sur ce projet-là. Il avait eu vent parce qu'à un moment donné, il y avait une petite compagnie de Gugus Bidon, lui, là. Il y avait une petite compagnie de promotion communicationnelle ou quelque patente comme ça. Puis il y avait, on m'a dit, je sais pas jusqu'où l'information est vraie, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ça pourrait rallier bien des choses. Et en expliquer d'autres. Uh-huh. Et donc, c'est 1995, c'est André Chevalier. On raconte que le premier coup de fil qu'il vous donne, c'est est-ce que ça vous intéresserait de faire, c'est au printemps 95, est-ce que ça vous intéresserait de faire de la radio? Ça a été non. Puis la ligne s'est fermée en dedans d'une minute et demie. Une minute et demie à 2 minutes et demie max. Je pense que c'est réaliste de dire 1 minute et demie, 2 minutes et demie. Là, il y a eu quelques questions, puis c'est tout. Donc, c'était vraiment pas dans vos ambitions? Ah, pas du tout. Il m'a demandé, avez-vous déjà pensé... Écoute, c'est 1 minute et demie serait probablement beaucoup plus juste que 2 minutes et demie. Il m'a demandé, mon nom est André Chevalier, je travaille au CKAC. Avez-vous déjà pensé faire de la radio? Non. Seriez-vous intéressé à faire de la radio? Non. Puis c'est tout. Fait que ça... C'est vite fait, ça, là. Et après ça, il vous rappelle? 1 mois plus tard. C'était en mai. En mai. 1 mois plus tard, il me rappelle. Puis là, il recommence sa rengaine. Me donneriez-vous une chance de vous expliquer mon projet? Ah bon? Ben là, il a piqué ma curiosité. Puis je dis, oui, je suis pas contre. Et c'est là qu'on a eu une première rencontre. Puis il m'a expliqué. Ah oui, avant même, je pense, j'ai l'impression que c'est cette fois-là où je dis, écoute, es-tu un pauvre comme les autres qui me sollicitent ou si t'as de l'argent, toi? Ben, il dit, on parlerait de 80-85 000 pour annuellement, là, pour une émission d'après-midi. Oh, ben, c'est intéressant, moi, je vais au moins t'écouter. Ah, c'est comme ça que ça a débuté. Alors, j'ai refusé à nouveau, mais là, c'était moins ferme comme refus. Ah, même après le dîner, ben oui. Vous refusez encore? Ah oui, oui. Ben, c'est là que j'ai suggéré Yves Lamontagne, Yves Canville et André Monfette. Alors, je me rappelle des 3 noms. Je lui avais suggéré 3 noms de psychiatres que je connaissais, qui étaient déjà dans les médias ou talentueux. André Monfette était extraordinaire. Il était nettement meilleur que moi. Très articulé, brillant, belle pensée, connaisseur. Alors, j'avais recommandé Yves Lamontagne, et c'est par la suite. Je dis, comment ça se fait que vous prenez pas un gars de Montréal? Ben, écoute, il dit, un gars comme ça, là, il dit, c'est beaucoup trop drabe. C'est non. Oh. Et c'est le 23 ou le 25 août, laquelle des dates? Je sais pas, le 95, 23 août, qui est un mercredi. Ça se peut-tu? 95, première émission, ça s'appelle Un psy à l'écoute. Qui trouve le titre? Ah, c'est eux. J'ai rien fait. Rien fait? Oui. Et c'est Pierre Mailloux, solo, derrière le micro, oui. Et il paraît que c'est, en quelque part, catastrophique. Non, pas du tout. Ça se déroule bien, mais excepté qu'on me disait tout quoi faire. Puis j'ai fait ça pendant 2 semaines. Ben, vous avez amené Manon Lépine, 2 semaines après? 2 semaines après. C'est eux qui ont décidé de vous amener une co-animatrice ou c'est vous? Ah. Oui, non, c'est eux. Moi, je vais rien demander. Puis, Ben, eux trouvaient au départ que radiophoniquement, vous étiez peut-être pas dans votre environnement premier, puis qui ont décidé de... Parce que moi, on m'a raconté que le metteur en ondes vous disait, OK, il vous reste 2 minutes. Puis toi, live, c'est comme, OK, c'est beau, pendant l'appel, puis tout. Ben oui, puis... Ben, c'est beau, il y a naturel, mais... Non, c'était naturel, puis c'était... Ah non, il y avait absolument rien de catastrophique là. D'ailleurs, j'ai su par la suite que plusieurs employés avaient gagé. Ils avaient gagé contre moi que je ferais pas 2 semaines. J'ai su ça quelques années plus tard. Il y avait eu des gageurs à l'interne que cette émission-là, elle ne ferait pas 2 semaines. Alors pourquoi on vous racole Manon Lépine? Pourquoi on vous racole Manon après 2 semaines? Il s'agira de leur demander à André Chevalier ou Rénal Brière. C'est leur décision. Puis moi, je veux pas. Mais il y a une chose, par exemple, avec Manon Lépine, là, ça devenait une partie de plaisir. C'était très facile parce que je n'avais plus à opérer et à être conscient du temps. Ah. J'étais focusé uniquement sur les propos. Alors, tout mon espace mental devenait réservé à l'auditeur. Hey, c'est bien dit, hein? Oui, mais donc ça l'a amélioré en quelque sorte le confort dans l'émission. Ah, beaucoup! C'est sûr que ça a apparu. Puis moi, j'aimais ça. Parce que Manon, il amenait, puis là, ça suscitait des discussions. Ah, c'était beaucoup plus animé, beaucoup plus intéressant, définitivement. Est-ce qu'au départ, vous travailliez déjà de Trois-Rivières CHLN? Non. Ou on vous amène à Montréal? Les premiers mois, j'ai voyagé tous les jours. Pendant les premiers mois, c'était en direct de Montréal, studio de CKAC sur la rue Peel. Exact. Et c'est par la suite que vous prenez l'arrangement de travailler. Il y a eu longtemps une légende sur vous qu'on pensait que vous travailliez en direct de chez vous, de votre salon, avec un micro en ligne broadcast. J'ai jamais fait ça.
Mais il y a plein de gens qui pensent encore ça dans le milieu, alors que vous étiez... Ouais. Pierre Mailloux, il travaille de chez eux avec une ligne broadcast et SDN. De CHLN. Ben c'est ça. Mais les gens pensaient que vous travailliez de votre ferme. Ouais. Il y a une grosse... tout le monde me racontait ça, moi, alors non, que ça, c'est une légende. Alors, CHLN en studio, oui. Est-ce que ça cause une différence au niveau technique pour vous de travailler à distance de l'animateur de l'émission? Est-ce qu'il y a une chimie qui est une adaptation ou... Plus facile. Plus facile à distance? Nettement plus facile. Et pourquoi donc? Seul. L'espace mental, je l'ai dit tout à l'heure. Le focus. Alors qu'à CHLN, j'étais seul et derrière la baie vitrée, il n'y avait personne. Alors, c'était une ligne directe avec CKC. Metteur en onde, la mise en onde se faisait de CKC. Et avec Manon Lépine en studio là-bas, les appels qui rentraient à CKC. Alors moi, j'étais complètement seul dans un local avec le micro. Et... beaucoup plus facile pour moi, parce que plus facile de me concentrer. Tu sais, je suis très visuel, puis je vois dans ma tête. Alors, au fur et à mesure que les personnes parlaient, je voyais, puis j'entends très bien Manon. Et il n'y a jamais personne qui a pu faire la différence entre lorsque j'étais avec Manon ou à Trois-Rivières. Et à un moment donné, j'en ai fait de Sherbrooke, j'en ai fait de Chicoutimi, j'en ai fait de Gatineau, j'en ai fait de Québec. Parce que vous êtes en ondes dès le départ sur tout le réseau Radio-Média, donc vous pouvez vous promener. Oui. Vous faisiez quoi? Vous faisiez des tournées? Puis... Non, c'est arrivé quelques fois, j'allais comme témoin expert. OK. Je suis allé témoigner comme psychiatre expert à Chicoutimi, Sherbrooke, Gatineau. Ou bien il y avait des rencontres clients. Il est arrivé quelques sorties mondaines. Avec les commanditaires? Oui, les commanditaires. Okay. Manon Lépine quitte l'émission le 26 juin 2001. Il y a un communiqué. Elle quitte pourquoi? Est-ce que t'es plus capable de vous sentir ou je sais pas, je dis ça comme ça. Non. Manon voulait une émission à elle. Elle voulait avoir plus de place. Elle voulait une émission à elle. Et c'était pas possible. Fait que c'est simplement... Non, on s'entendait bien, Manon puis moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Manon Lépine. Mais elle voulait une émission à elle, quoi? À l'intérieur du Psy à l'écoute, elle voulait prendre... Non, je pense à l'intérieur de la station. OK. Oui. OK. Puis elle voulait avoir plus de place parce que, évidemment, dans le Psy à l'écoute, le psychiatre, ça demeurait moi. Alors, elle ne pouvait pas occuper tout l'espace radiophonique qu'elle aurait aimé occuper. Artistiquement parlant, pour sa propre carrière. Exactement. OK. Janine Ross arrive pour l'été et à la... Il y a eu Pistorio. Mais oui, mais Janine Ross remplace l'été. Pistorio arrive à l'automne. Exact. Et là, c'est une espèce de changement de cap. Oui. Le titre change, ça devient Deux Psy à l'écoute. Oui. Ça, c'est l'idée de vous ou de la station? Non, c'est pas... J'ai rien à voir. On vous consulte jamais? Jamais. Non. OK. Et je tiens pas à l'être non plus. Ben, j'imagine que en tant qu'auditeur, moi, j'avais décelé que la chimie avec Marc Pistorio, c'est peut-être pas la meilleure que vous avez eue ou la meilleure qui aurait été souhaitable. Je me sauve, j'ai pas de problème. Je m'adapte très facilement, j'ai l'impression. Vous avez fait 1 an ou 2 avec lui? 1 an. 1 an? Mais moi, je dis que moi, en tant qu'auditeur, je sentais pas la chimie entre vos deux comme étant offrant une complicité radiophonique idéale. J'avais l'impression qu'il y avait... Je ne vous ai jamais écouté. Je me suis jamais écouté. Si ce n'est en pitonnant accidentellement sur une reprise, mais je me suis jamais donné la peine de m'écouter. Parce que je trouvais que c'était pas une bonne idée. L'auto-évaluation? Non, l'auto-congratulation, là, c'est pas tellement bon. Ben, vous pourriez vous écouter pour vous auto-dénigrer. Moi, je fais ça. Non. Je l'écoute pour me trouver mauvais. Non, je joue pas ce genre de jeu-là. Ce sont les auditeurs qui décident si c'est bon ou pas. C'est pas celui qui fait l'émission. Ça n'aura duré qu'1 an. Ouais. Après ça, on amène Janine. Oui. On change encore le titre de l'émission qui devient Doc Mayou, simplement. Et est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec Janine Ross et Manon Lépine? Aux auditeurs d'apprécier. Pour moi, c'est très facile. J'ai jamais eu de problème. Écoute, en 6 ans avec Manon, aucune altercation. Il faut quand même le faire. Il n'y a aucune altercation, là. 6 ans chaque après-midi, là. Avec Janine? Jamais eu non plus. Moi, Janine Ross, je la connais un peu dans la vie, puis c'est drôle parce que on dirait que Janine n'a pas cet égo-là de confrontation, alors elle vous laissait souvent le champ libre, mais je l'ai vu, c'est drôle, hein. Puis là, récemment, dans une de vos dernières émissions, je m'adonnais à être invité à l'émission de Pierre Trudel. C'était la journée que dans les médias, on avait fait un scandale avec des propos
tenu dans une entrevue qui a pas été diffusée aux francs-tireurs sur les femmes en médecine, comme quoi, là, on titrait Pierre Mailloux, les femmes sont inférieures. Ouais. Et je peux-tu vous dire que pendant que je parlais avec Pierre Trudel en direct, Janine était de l'autre côté dans le master, puis elle était rouge, puis elle était là, comment ça se fait qu'il faut qu'il en remette à ce point-ci où ce qu'on est rendu? Puis là, elle est venue me voir après, puis elle a dit, Pascal, regarde mes oreilles, puis elle était rouge. Puis elle rentrait en onde et c'était, bonjour Pierre. Oui, mais on s'est parlé, on en a parlé, puis... Mais ça arrivait-tu des fois que, moi j'ai eu des oui-dire, que des fois, en onde, l'animatrice était posée, c'était son rôle, puis quand la pause était partie, traversait l'autre barre, puis sur le bouton du talkback, puis c'était, hey, là, celle-là, elle était un peu rough. Puis ça se parlait peut-être un peu plus dur qu'en onde. Jamais arrivé. Jamais arrivé. Jamais comme ça. Tout est zen. Non, parce que parfois, elle me disait, elle me faisait part de sa réaction, mais pas jamais sur ce ton-là. Oh non, puis je l'ai jamais accueilli avec agressivité, jamais. J'ai jamais monté le ton avec elle. Puis je peux monter le ton très facilement. Mais avec mes collègues de travail, ça a bien été. On a eu des belles... Ben écoute, les auditeurs ont été témoins. Penses-tu que les auditeurs auraient accepté un climat de chicane, de tension pendant 11 ans, 3/4? Jamais de la vie. Ça se sent, ça, après 10 minutes, là, ça devient inaudible, ça devient imbuvable. Mais avec des personnalités fortes, des fois, moi, pour en revenir à Pistorio, des fois, j'avais l'impression qu'il y avait des tensions dans vos arguments, puis que ça... Très peu. Non, c'est pas... Un différend n'est pas une tension. Un différend n'est pas un conflit. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y a jamais eu de conflit avec Pistorio. Un différend, oui, puis on peut parler fort sur un différend. Mais beaucoup d'adultes au Québec confondent un différend avec un conflit. Oui, mais hey, c'est pas la même chose. Mais sans parler ni de différend ni de conflit, on peut parler de chimie entre deux individus. Des fois, moi, il y a des individus avec qui je peux être parfaitement en accord. Alors, soyons plus précis sur les mots. Ce que tu appelles la chimie, c'est la compatibilité. Bon, effectivement, on peut ne pas être compatible avec certains individus. Et lorsqu'on parle de compatibilité, on réfère aux traits de caractère. Compatibilité de traits de caractère. Alors oui, on peut être vraiment incompatible à œuvrer avec quelqu'un ou à être intime avec quelqu'un. Et ça, même s'il y a absence de conflit. Exemple, dans des équipes de hockey. Dans des équipes de hockey, tu peux avoir des certains joueurs de hockey qui sont incompatibles. On dit qu'il n'y a pas de chimie dans l'équipe parce que les joueurs ne sont pas compatibles sur le plan de la personnalité, des traits de caractère. On dit, première saison, 85 000 $. Oui. On peut-tu faire la courbe? Oh, oui. J'imagine que ça monte après. Ça a toujours monté tranquillement, sur 11 ans. Oh, oui. Ça n'a jamais redescendu dans les dernières années? Jamais. Non. Ben non, ça a toujours monté. Et ça monte progressivement on parle probablement de 10 à 20 000 $ d'augmentation annuelle. Ça a toujours monté, tranquillement. Donc 85 000, 10 à 20, vous négociez vous-même? Ah oui, toujours négocier moi-même. 10 à 20 000 par année? Oui, mais c'est ce qu'on m'offrait. Alors, tu sais, écoute, quand tu veux, Pascal, lorsque tu veux garder quelqu'un en onde qui est important pour ton entreprise, tu lui fais des offres raisonnables. Et les offres qui m'ont été faites ont toujours été raisonnables. Et monétairement, donnez-moi le cours 101 de comment être insaisissable, parce que vous avez une tactique au niveau économique, vos finances, c'est quelque chose. Vous avez absolument rien à votre nom, et ça peut être pratique pour des gens en radio, surtout depuis quelques années. Yes. Des gens... Alors, très simple, t'as rien à ton nom. Insaisissable, il y a une façon très simple, tu te dépouilles volontairement. Alors, le dépouillement volontaire, t'as rien à ton nom. Vous avez fait ça en 92. T'as pas de maison. C'est en 92 que vous avez 86 que j'ai commencé à me dépouiller. Okay. 92, ça, c'est l'année que le ministère du Revenu s'est réveillé. Ça faisait 9 ans. Non, ils se sont réveillés en 90. 92, ça, c'est l'année qu'ils m'ont envoyé des retours d'impôts. OK, donc... J'en avais pas payé, puis j'ai eu le droit à des beaux chèques. Mais vous êtes insaisissable autant au niveau du revenu qu'au niveau de la justice. Depuis 1986, ouais. OK. Et ils se sont essayés à 2 reprises, oui. Le ministère du Revenu? Oui, Revenu Canada en 91, Revenu Québec, c'est-à-dire, ils sont arrivés avec une saisie. Et puis, j'avais un vieux pick-up, puis un vieux cheval, qui était encore à mon nom. Alors, j'ai rien. Tout ce qui est dans mon entourage appartient à la famille, à tout et un chacun. Faut juste avoir une femme à qui on fait confiance. Bon, c'est le secret. Je sais pas. Non, ben je sais, c'est parce que c'est pratique. Premièrement, je veux pas de femme. Parce que moi, avoir une femme, là, j'ai assez de chiens et de chevaux. Je veux pas avoir d'être humain.
Maintenant, il faut être entouré. De là, être entouré avec des personnes de confiance, oui. Et ça devrait être minimal. Alors, tout individu devrait essayer de s'entourer avec des personnes dignes de confiance. Autrement, si tu vis avec quelqu'un, puis tu lui fais pas confiance, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est une grande marque Déménage, de confiance. puis ça presse. Mais moi qui... T'sais, OK, si je prends mon j'ai été poli, j'avais envie de te dire décris, tu sais. Ben, décris. Lève les feux. Get out! Mais, mais... Hey, tu vis avec une conjointe, tu dis, j'y fais pas confiance. Hey, out! Mais est-ce qu'il y a des niveaux de C'est que tu fais confiance? là. Non, mais il y a des niveaux de confiance, une confiance absolue. Quand on arrive à donner tous ses biens Ben oui, à une confiance quelqu'un. absolue, premièrement, ça n'existe pas. Et puis, tu peux te faire avoir par n'importe qui. Bon, alors c'est le niveau de confiance que tu avais accordé, là, sa légitimité, tu vas reconnaître la légitimité de ce niveau de confiance-là quand le trouble va pogner ou tu vas te séparer. Ou qu'il y en a un qui va mourir. Là, tu vas réaliser si le niveau de confiance que tu avais accordé est légitime. Mais avant ça, là... OK. Radiophoniquement, au niveau de la justice insaisissable, ça veut dire que si vous étiez, on prend des exemples des dernières années, André Arthur ou Jean-François Filion, il y a personne qui aurait pu vous atteindre au niveau de la justice comme ces deux personnes-là se font persécuter en ce moment. Pas un sou. Alors, j'ai une poursuite de 24 millions de Erwin Gordon. Ils perdent leur temps. Ben là, il a beau continuer. Il va avoir un pick-up rouillé. Et il n'y a même plus de pick-up, il n'y a plus rien. Pick-up! Là, je parle. Non. Non. Va au bureau d'enregistrement, tu vas voir Pierre Mailloux, rien. Pas de skidoo, il n'y a pas de yacht, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de motorisé, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et tout ça est parfaitement légal. Ben là, non, j'ai rien. Je suis dépouillé, je suis un tout nu. Non, mais c'est-à-dire que quand je dis parfaitement légal, c'est quand vous recevez des revenus, de mettre ça au nom de quelqu'un, c'est parfaitement légal. Ben là, tu t'en débarrasses, puis... Ben oui, mais t'as le droit de te dépouiller. Non. Hey, s'il faut que dans notre société, on n'ait plus le droit de se dépouiller, c'est un... Non, je comprends la technologie du Qu'est-ce que tu fais de dépouillement. la simplicité volontaire? Alors, la simplicité volontaire, le dépouillement volontaire... Et l'éloge de la lenteur. Mais, Pierre, ce que je veux dire, c'est que si... parce que des fois, dans la loi, il y a des espèces de prédispositions à savoir est-ce qu'on peut faire indirectement ce qu'on peut pas faire directement, et je sais pas. Alors, il y a des choses, là. Si tu veux te dépouiller, ne te dépouille pas à la veille d'une saisie. OK. Ah, ben là, il y a des choses minimales, là. OK. Faut pas que ça a l'air d'une crosse, là. Faut que ça soit vrai. Alors, tu te dépouilles, mais avant d'avoir des problèmes, pas pendant que tu as des problèmes. Alors vous êtes dépouillé sincèrement. Oh oui, on appelle ça une crosse, là. OK. Puis il y en a plusieurs dans l'actualité, là, les Norbourgs de ce monde, là. Tu sais, on a plusieurs exemples qui se sont dépouillés, mais aux frais des autres, et puis ça sent l'arnaque. Alors, si moi je veux une belle carrière radio sans avoir à me retenir, faut que je me trouve quelqu'un dans mon entourage à qui je suis prêt à donner. Arrange-toi pour ne rien avoir à ton nom. C'est clair? Je vais mettre ça À ce moment-là, ça te donne beaucoup plus de latitude dans ta liberté d'expression. under advice. C'est comme ça. C'est comme ça la vie, et c'est comme ça le Québec. 25 janvier 2007, Mailloux à l'écoute, c'est le nouveau titre de l'émission parce qu'on vous enlève le titre de docteur, ben que vous êtes encore docteur, mais on peut plus vous appeler docteur parce que eux veulent pas. Oui, le Collège des médecins m'a radié le 23 janvier, si ma mémoire est bonne, le 23 ou le 25? 25 ici, j'ai. Le 25, ça se peut. OK. Ça se peut. Le 25 janvier 2007, effectivement, j'ai été radié sur le champ par le comité de discipline du Collège des médecins, supposément parce que j'étais un danger pour la sécurité du public. Et que la sécurité du public exigeait ma radiation provisoire immédiate. J'ai bien dit radiation provisoire, c'est-à-dire la radiation avant procès. Et là, depuis, il y a eu appel de votre part devant... le tribunal des professions. Qui vous ont donné raison. Oui. Et là, après ça, il y a eu appel du Collège des médecins en cours d'appel? En cour supérieure. Cour supérieure. Et ils ont été déboutés. Alors, je pratique. Parce que la juge Louise Provost, du tribunal des professions, m'a reçu d'urgence, compte tenu que c'était une radiation provisoire. Et elle a trouvé que ça n'avait pas de maudit bon sens, ce que le comité de discipline venait de faire, c'est-à-dire me radier. Alors, elle m'a remis mon droit de pratique, et le collège était fou furieux. Évidemment, on les comprend. Et ils se sont adressés d'urgence, eux et tout, à la Cour supérieure. Le juge en a remis. Le juge Lalonde en a remis sur le tas en égratignant sévèrement le syndic adjoint Mario Deschênes. Et pas à peu près. Là, est-ce qu'on est on arrive à la fin de cette saga-là ou... Ah ben non, ça ne fait que commencer. Parce que là, la juge Provost, j'ai bien dit, c'était bien écouté, elle m'avait reçu d'urgence. Oui. OK? Mais là, il faut que je retourne
devant un plein banc du tribunal des professions, c'est-à-dire un banc de 3 juges du tribunal des professions, qui vont prendre quelques jours, au moins 3 jours, pour nous écouter discourir en long et en large sur le côté absolument irrecevable de la décision du comité de discipline. Alors nous allons nous répandre mutuellement. L'avocat du syndic et moi. Les dernières années de l'émission, c'est des années où, et là je vais totalement, c'est une hypothèse encore une fois, je vais avec mes oreilles d'auditeur et je vais avec ce que des gens qui ont écouté longtemps vos émissions m'ont dit. On est arrivé d'accord sur le fait que peut-être Pierre Mailloux était devenu vers la fin, pour X raisons, que peut-être vous pourriez identifier si vous êtes d'accord avec le propos, parfois une caricature du Pierre Mailloux d'il y a 5-10 ans. C'est possible. Chacun ses perceptions. Je pense pas. Si vous comparez la première année, les émissions après la première année avec celles de la dernière année, vous allez retrouver de très grandes similitudes. Mm-hmm. Je ne crois pas qu'il y ait eu aucun changement. Les perceptions ont beaucoup évolué pour beaucoup de personnes. Mais au niveau du contenu comme tel, je vous assure que c'est pas évident. Alors que quelqu'un fasse l'exercice, puis vous allez probablement découvrir qu'il y a eu très peu de changements. C'est amusant pour moi de voir, c'était amusant de voir dans votre biographie que plusieurs membres de votre famille immédiate semblaient très réticents à vous écouter à la radio. Votre propre mère qui vous écoute pas à la radio, votre propre sœur et votre propre fille qui est très jolie par ailleurs. Ça dit ouais, mon père à la radio, bof. Oui, mais eux me connaissent. Alors ils ont pas, ils connaissent mes idées. Alors c'est rien de nouveau. Et beaucoup ont prétendu que je faisais un show à la radio, que j'étais différent, mais pas du tout. Alors, les mêmes idées que j'avais à la radio, dans nos rencontres de famille, je faisais, écoute, il n'y avait rien de nouveau, rien qui les surprenait là-dedans. Mais eux, ils ne l'amenaient pas dans cette optique-là. J'avais l'impression qu'ils l'amenaient, en effet, à la radio. Et moi, je sais que dans la vie, vous êtes moins tempéré qu'à la radio. Exactement. Moi, je me souviens de la dernière fois qu'on s'est vu, je sais pas. Beaucoup plus rough dans ma... Mais c'est des images, j'imagine. Parce que la dernière fois, quand on s'est vu, j'étais dans le master, puis l'appel en ondes était un type qui s'était fait prendre par une policière undercover en prostitution. Ouais. Et là, en ondes, vous débattez que c'est horrible. Ouais. C'est épouvantable. C'est épouvantable, je suis d'accord, mais le langage hors d'onde, quand je suis rentré dans le studio, j'ouvre la porte, le micro se ferme, Mailloux se lève et dit « La tabarnak de plate qui va me faire ça, Janine! Je te dis qu'elle n'en fera plus de police, puis moi, je vais être en prison! » Ça se peut. Oh! Oui, ça, c'est la phrase que tu viens de sortir. À l'occasion, lorsque je suis furieux, effectivement, je suis capable de sacrer beaucoup. Et c'est le genre de situation que je trouve odieuse. Et je suis tout à fait d'accord sur le fond, mais moi, t'imagines... Puis la forme, écoute, je m'exprime, là, selon mes origines. J'en fais pas étalage de mes origines modestes, mais à l'occasion, là, permettez-moi d'emprunter le langage avec lequel j'ai grandi. Et ça ressemble exactement à la phrase que tu viens de mentionner. Ah, ben moi, ça m'avait abasourdi, j'ai trouvé ça coloré, j'ai dit « Ah, mon Dieu, ceux qui pensent que Pierre Mailloux en met en ondes, sachez qu'il se retient. » Exactement. J'ai fait preuve d'une très grande retenue à travers les années. Une très grande. 1995, c'est Radio Média. 2001, c'est l'administration d'Astral qui entre en ligne de compte. Il y a eu Québecor qui a tenté d'acheter en 2003. Je ne sais pas s'ils sont nécessairement ingérés. Et mars 2004, c'est Corus. Dans toutes ces administrations-là, laquelle a été le plus pro-Mailloux, le plus anti-Mailloux, la plus déplaisante? Comment vous avez vécu tout ça? Ils m'ont tous très bien rémunéré et il n'y en a jamais un qui s'est ingéré. D'ailleurs, ils ont été tous... excepté le dernier, excepté Corus, fort négligent face à la supervision. Autrement dit, on avait carte blanche. Écoute, on a été 4 ans sans DG, sans directeur général à CKC. C'était épouvantable. C'est tout croche? Oui. Ça a bien parti avec Renald Brière et André Chevalier, initialement, pour les 3 premières années. Puis par la suite, là, ça a été le free-for-all. Moi, j'ai jamais compris, je vous l'ai dit, on m'a empêché de vous rencontrer à CKAC. J'ai fait avec Corus des entrevues avec plusieurs artisans, avec Gilles Proulx, avec Paul Arcan, avec Pierre Arcan lui-même, où je lui ai dit à un moment donné, parce que moi, Marguerite Arsenault m'avait dit à l'époque, Pierre Mailloux, la haute direction veut pas que je m'entretienne avec vous. Ah, ça, c'est toi qui me l'as appris?
C'est toi qui me l'as appris, puis je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'étais pas au courant de ça. C'est toi qui m'as révélé ça. Encore dans les dernières semaines, moi, le discours que j'avais, Serge Amiotte, c'était, écoute, Pierre, là, faut qu'on le protège. Ah oui, c'est gentil. Ben ouais, j'ai dit, mais Pierre n'est pas le genre à se faire materner par sa station. J'ai dit, voyons donc, il est capable de... Mais on dirait, j'ai toujours eu l'impression que dans les dernières années, on avait un certain malaise avec Pierre Mailloux par rapport à l'image corporative, qu'on en avait peut-être un peu honte. Oui, c'est possible, ça. Ce que tu viens de dire, là, écoute, on m'a jamais dit ça, mais c'est possible, ce que tu viens de dire. Qu'on avait un peu honte de Mailloux parce que, je sais pas, pourquoi? Son impulsivité et c'est... Bon. Mais vous êtes une personne impulsive dans le... Relativement, oui. Ça dépend des circonstances. C'est lorsque je suis écœuré, je deviens très en contrôle de mon moi-même. Et ça m'est arrivé de foncer dans une ligne de piquetage et je n'étais pas choqué, j'étais extrêmement calme. Ceux qui me connaissent... Vous étiez calme? Extrêmement. Vous êtes retrouvé... Ça, c'est l'histoire où vous étiez accusé, trouvé coupable au criminel? Oui, c'est... de méfaits. De méfaits? C'est quoi, 1983? Non, 1987. Yes, tu regarderas la date, 1987. C'est le seul démêlé de criminel de ma vie. Mais je comprends pas. L'hôpital, c'est l'hôpital Sainte-Marie? Sainte-Marie à Trois-Rivières. OK, il y a une grève? Il y a une grève des employés de soutien. Et le midi, ils empêchent les infirmières et tout le monde de sortir du stationnement pour aller dîner. Alors moi, j'arrive là, puis il y avait 2 autos qui bloquaient l'entrée et la sortie à une guérite. Puis je demande au type qui était là, j'ai dit, enlevez l'auto, je m'en vais dîner. Il me répond, l'auto est là, puis elle va rester là. Hey, paf! Il m'a te la tassé. Moi, j'avais mon petit pick-up diesel. Il m'a te la tassé, ton auto. Fait que là, j'ai donné un coup sur le bumper. L'auto était au neutre, elle a avancé un peu, puis il y avait un groupe de personnes qui étaient devant l'auto qui avançait de quelques mètres. Et là, il y en a une qui a tombé, elle s'est enfargée. Une femme qui était très grosse, très obèse, et elle s'est enfargée dans ses pieds en se tournant, puis elle est tombée. Elle s'est blessée? Non, elle s'est pas blessée, mais elle s'est cognée. Vous y avez indirectement foncé dedans? Non. Vous avez foncé dans l'auto que... C'est-à-dire, j'ai cogné le bumper. Ah. Je n'ai pas poussé, j'ai donné un coup. Un coup de gaz, ça a fait bang sur le bumper. L'auto était en neutre et elle a roulé 1,5 mètre. Mais la dame s'est retournée et croyait que l'auto allait foncer dans elle. Puis elle s'est enfargée puis elle est tombée. De tout son long sur l'asphalte. C'est sûr qu'elle s'est cognée un peu, mais l'auto l'a pas touchée comme telle. Elle n'a pas été frappée. Elle a eu peur d'être frappée. Mais dans le documentaire, ce qui m'avait... Quand on relate cette histoire-là... Ce qui arrive, c'est que les comiques, là, ils avaient déposé... Moi, je les avais vus avant que le type me dise que l'auto allait rester là. Lorsqu'il s'est approché, j'ai vu un comique aller déposer 3 battes de baseball dans le coffre de l'autre, dans la valise arrière de l'autre auto qui bloquait là l'entrée. Moi, je sortais, puis il y avait un auto qui bloquait. Puis là, qu'est-ce que c'est ça, des bâtons de baseball? On était le 17 novembre, je crois. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis il y avait 2 battes métalliques puis un bat en bois. Puis ça a été vérifié par les polices après, puis tu peux être sûr que quand je vois quelque chose, je le vois. Mais c'est pour ça qu'en cours, ils ont eu l'air d'une gang de tweets. Mais ce que vous avez dit dans le documentaire, c'est que si jamais il y en a un qui vous sacrait son poing sa gueule, vous étiez au neutre, vous étiez pour embrayer puis nettoyer à la place. J'avais trouvé ça rough. Ben oui, mais écoute, écœure-moi pas. Non, mais es-tu capable de comprendre que j'aime pas être écœuré? Est-ce que j'ai le droit de ne pas être assailli? Puis si tu m'assailles, là, ben ça va mal aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que j'ai dit à Richard Martineau. Il pensait que je voulais sauter sur lui. Mais non. C'est que c'est ma façon d'être. Et dans ma famille, il y a plusieurs hommes qui sont comme ça. C'est du bon monde. Et pourrais-tu ne pas les écœurer? Parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est tout. Mais c'est parce que il y a une limite à... Moi, j'aime pas ça me faire écœurer. Il y a une limite à pas se faire plier ses pieds puis dire je vais raser à la place avec le... Hey, là, je t'ai dit qu'il y en a, là, il y avait 3 gars forts. Oui. Le double de mon poids. Qui auraient pu me poivrer à coup de poing. Alors, un seul coup de poing et j'avais une défense de prête. Est-ce que c'est clair? Mais vous y avez dit ça? Non. Non, il l'a senti? C'est drôle, il y en avait 3, les 3 hommes forts du groupe. OK? Ils se sont approchés, ma vitre était baissée, j'étais à côté comme ça, et je n'ai pas bougé, puis j'ai rien dit. Pas de provocation, pas un mot, très calme. J'attendais le premier coup de poing. Ils auraient compris. Mais je pense qu'ils ont comme perçu quelque chose. Parce qu'ils gueulaient comme des perdus, mais il n'y en a pas un qui m'a touché. Et c'était mieux. C'est juste ça, mon point.
Mais à partir de ce moment-là, les conséquences de l'après-coup, c'est pas à quoi vous pensez à partir du moment où vous êtes sous l'emprise de la situation. Quand le gars veut vous frapper, quand vous dites ce qui serait arrivé, c'est que j'aurais embrayé puis j'aurais nettoyé la place, vous auriez pu genre tuer du monde, mais c'est pas à ça que vous pensez quand... Oui, c'est à ça que je pensais. Alors c'est comme ça. Prière de ne pas m'écœurer, parce que si t'en veux à ma peau, c'est bien de valeur, je vais peut-être aller au tapis, mais je vais en emmener une coupe. C'est-tu clair? Bon, me le tenir pour dit. Non, mais c'est ça. Alors, je suis issu d'une famille qui est comme ça. On est du bien bon monde. On n'écœure personne. Mais si tu m'écœures et t'en veux à ma peau, elle va peut-être te coûter cher. En tout cas, ici, on vous bloquera aucunement la sortie quand vous allez vouloir sortir tout à l'heure dans quelques minutes. Je ne vais jamais dans les bars. Je me suis jamais battu. J'ai jamais donné une claque à personne. J'écœure pas le monde. Comprends-tu? Ce conflit-là, avait rien à voir avec moi. Je demandais simplement de sortir pour aller dîner. J'en avais rien à cirer de leurs histoires. Ils m'ont pas touché. Alors, j'ai rien fait de supplémentaire. En terminant, oui. Radio. Les meilleurs boss de radio que vous avez eus en 12 ans d'émission. Rénal Brière et André Chevalier. Alors, le meilleur, par ordre, André Chevalier, Rénal Brière. Et les pires? C'est toujours bien de les nommer dans une entrevue qui se dédie à l'industrie de la radio. On a été, sur les 11 ans, on a été au moins 4 ans sans rien, sans supervision. Janine et moi, ou Manon et moi, on préparait nos émissions ensemble, tout simplement. Alors, les pires patrons étaient ceux qui n'étaient pas là. L'indifférence, oui, exactement. Oui, il n'y avait même pas de DG, il n'y avait pas de directeur général. Ou il y a eu des directeurs généraux qui ont duré 6 mois, 1 an. Et alors, c'est l'indifférence. Le pire, c'est l'indifférence. Et l'avenir radio pour vous? Radio Internet, radio satellite, est-ce que c'est un emplacement médiatique dans lequel vous verrez éventuellement évoluer? Pas, Pascal, je ne sais pas, parce que moi, je suis un psychiatre, puis je continue à prétendre que je suis un très bon psychiatre, et j'aime ça. À 58 ans, j'aime ma profession comme dans les premiers temps. Pierre Mailloux, mes hommages. Pascal, gros merci. Merci infiniment. Là, tu sais tout.